qui anime la vie de l'université. Donc félicitations à vous, c'est super. Donc moi, j'ai aussi l'honneur de faire partie du podium, du deuxième, de point de vue historique, deuxième intervenant de l'association. Je suis content à ce titre aussi. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui nous préoccupe au CRCA, un des sujets qui nous préoccupe au CRCA, c'est l'impact que peuvent avoir les odeurs sur la régulation de nos émotions. Alors avant de vous présenter des données expérimentales sur ce sujet, je vais vous rappeler quelques définitions qui concernent l'olfaction et ensuite qui concernent la dépression. Donc les troubles olfactifs, ce sont des troubles qui peuvent être caractérisés d'un point de vue quantitatif et d'un point de vue qualitatif. Donc d'un point de vue quantitatif, ça peut partir d'une hyposmie, c'est-à-dire qu'on a une perte partielle de l'olfaction, jusqu'à une anosmie qui, elle, correspond à une perte totale de l'olfaction. Ça, c'est pour les aspects quantitatifs. Et ensuite, il y a des aspects qualitatifs qui font qu'on peut avoir des perturbations de l'olfaction d'un point de vue qualitatif, une parosmie, c'est-à-dire qu'on interprète mal une odeur, une phantosmie, on pense qu'il y a une odeur alors qu'elle n'y est pas, ou une cacosmie qui est encore plus délétère, c'est-à-dire qu'on pense qu'une odeur est désagréable. Alors, ces troubles de l'olfaction, ça a des conséquences. Ce sens-là de l'olfaction, pour l'humain, il est important, mais pour les animaux, parce que, entre autres, c'est un système d'alarme. C'est un système d'alarme parce que lorsqu'on est capable de ressentir une odeur, ça peut, par exemple, nous informer sur une nourriture périmée et donc ne pas la consommer. Ça peut nous alerter sur la fumée, le feu, le gaz, et donc nous protéger si on est en danger. Les conséquences d'un trouble de l'olfaction, c'est aussi une diminution de la qualité de vie. On perd du plaisir à s'alimenter, puisqu'on sait que les aliments ont un goût et que ce goût nous donne du plaisir. Et puis, le point sur lequel je veux insister, c'est que lorsque les troubles de l'olfaction sont chroniques, ça peut aboutir à des troubles de l'humeur allant jusqu'à un état dépressif. Alors, je me suis servi d'un point de l'actualité. Vous savez tous et toutes que le Covid est responsable chez certains patients de troubles de l'olfaction. Et quelque chose qui est intéressant à noter, c'est que chez ces patients atteints du Covid, il y a aussi une forte prévalence des troubles dépressifs. Or, ce n'est pas parce qu'on voit ces deux aspects qui sont touchés, qui sont corrélés, mais il y a des gens qui se sont intéressés à ces deux aspects chez les patients infectés par le Covid. Alors, regardez cette étude qui est intéressante, qui a essayé d'étudier les différents symptômes chez les patients atteints du Covid, infectés par le virus. Et ce qu'on voit, c'est que parmi les symptômes, l'aspect dépression est assez élevé. On trouve 43% des personnes infectées qui développent des symptômes dépressifs. Et ça, pour les gens qui sont comme moi dans le domaine de la psychopharmacologie, ça nous alerte parce que dans la population générale, c'est seulement entre guillemets, 10% de la population qui est impactée par la dépression. Chez les patients Covid, on multiplie par 4 ce nombre de personnes qui est impacté par la dépression. Donc encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il y a une relation directe entre les deux, mais il y a deux choses qui bougent dans le même sens, qui pourraient laisser penser qu'il y a effectivement un lien. Alors pour aller un peu plus loin dans cette mise en évidence d'un lien éventuel entre l'olfaction et la dépression, dans cette étude, la suivante, ici, les auteurs de ce travail, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des patients atteints du Covid et ils les ont ségrégés en deux populations, ceux qui ont des troubles de l'olfaction et ceux qui n'en ont pas. Et ils ont regardé dans ces deux populations quelle était la prévalence, c'est-à-dire le niveau, le pourcentage de dépression. Et ce qu'on voit, c'est que le pourcentage de dépression est plus élevé chez les patients qui développent, atteints du Covid, qui développent des troubles de l'olfaction. Donc là, on se rapproche d'un lien vraiment causal entre le trouble de l'olfaction et la dépression. Voilà, donc là c'était simplement un exemple. Il y a plusieurs données dans la littérature qui montrent ce lien entre les deux. Mais je trouve intéressant de vous le présenter sous l'aspect Covid, puisque ça fait partie de l'actualité. Alors maintenant, je vous rappelle quelques définitions par rapport aux troubles dépressifs. Qu'est-ce que c'est les troubles dépressifs? Là aussi, on peut les caractériser d'un point de vue quantitatif et qualitatif. D'un point de vue quantitatif, c'est facile, c'est-à-dire que toutes les dépressions sont différentes. Il y a des gens qui souffrent de dépression légère, d'autres modérées et d'autres sévères. Ce sont des paramètres qu'on peut mesurer grâce à des échelles spécifiques. On interroge les patients et on voit qu'en fonction du score qu'ils ont lors de l'évaluation, on peut quantifier la sévérité de la dépression. La dépression elle peut être aussi qualitative, c'est-à-dire que vous avez tous et toutes entendu parler de ces termes.
On a des dépressions mélancoliques, ce sont les dépressions les plus difficiles à traiter, qui sont caractérisées par une très très forte tristesse. On a des dépressions bipolaires avec des états maniaques et dépressifs, des dépressions saisonnières, des dépressions postpartum, tout un tas de dépressions. Et ces dépressions, quelle que soit leur nature, elles ont elles aussi des conséquences sur notre qualité de vie. Alors des symptômes majeurs de la dépression, c'est une perte de plaisir de l'activité quotidienne, c'est une diminution de nos interactions sociales, on reste isolé lorsqu'on est dépressif, de l'incurie, c'est-à-dire qu'on prend moins soin de soi, et puis il y a aussi, entre autres, des troubles du sommeil. Ça a des conséquences sur l'entourage, la famille, les amis, puisqu'on communique moins avec eux. Et puis, il y a des comorbidités, des pathologies qui sont associées à la dépression, des comorbidités métaboliques. On sait que, par exemple, les gens dépressifs sont plus aptes à développer du diabète, par exemple, notamment en raison de leur sédentarité. Des troubles neurologiques. Et parmi les troubles neurologiques, on trouve des troubles de l'olfaction. Donc, les gens dépressifs développent aussi des troubles de l'olfaction. Je vous ai préparé une étude qui illustre ce phénomène. Vous avez ici, excusez-moi, vous avez ici trois populations de personnes, des normosmiques, c'est-à-dire des gens qui ont une olfaction normale, intacte, des hyposmiques, c'est-à-dire des patients qui ont une olfaction partiellement altérée, et ici des anosmiques, des gens qui ont une olfaction complètement bloquée. Et ce qu'on voit, si on mesure ici la sévérité de la dépression, on part de 0 où il n'y a pas de dépression et ici où c'est le plus sévère, on voit que plus l'olfaction est dégradée, plus l'état dépressif est important. Voilà. Donc ces deux aspects, toutes ces études sont là pour vous illustrer qu'il y a un dialogue, un lien bidirectionnel entre l'olfaction, les troubles de l'olfaction et les troubles dépressifs. Les troubles de l'olfaction peuvent entraîner de la dépression et la dépression peut être responsable de troubles de l'olfaction. Alors face à ce constat, nous, on est parti de l'idée qu'on pouvait manipuler ce concept de la manière opposée, c'est-à-dire que, au contraire, si on stimule l'olfaction, on peut avoir des effets bénéfiques sur notre état, notre humeur, notre santé mentale. Alors, pour ça, on a initié une collaboration avec un industriel qui nous fournit des ingrédients olfactifs à base de différents composés. Alors, ça peut être des composés... alors, vous verrez tout à l'heure dans l'exemple que je vais vous donner, c'est à base de citrus sinensis, des extraits d'agrumes. Ça peut être des odeurs de lavande. Il y a plusieurs composés comme ça qui sont connus, qui ont été rapportés chez l'animal pour induire des effets bénéfiques sur certains types de comportements. Donc, je vais vous présenter. Donc là, je vais vous présenter les effets comportementaux que peuvent avoir des ingrédients alimentaires olfactifs qui vous stimulent l'olfaction. Et je vais essayer de vous montrer quels mécanismes neuronaux sont impliqués dans les effets comportementaux induits par ces composés. Alors, vous avez ici, je m'excuse, le protocole qu'on a utilisé, très simple. On soumet les souris, on met cet ingrédient olfactif dans l'eau de boisson, on soumet les souris à cet ingrédient olfactif pendant une semaine, et à l'issue de cette semaine de traitement, on fait des tests comportementaux. Alors, deux tests comportementaux, je passe 2 minutes pour vous les rappeler. Le premier test qui permet de caractériser un état émotionnel chez la souris, c'est ce premier test où on voit la souris dans de l'eau. Et en fait, dans ce test, la souris souvent adopte une position d'immobilité. Elle ne bouge pas, elle flotte. Et on se sert de ce test pour essayer de trouver des molécules qui vont diminuer l'immobilité, c'est-à-dire qui vont faire nager la souris. Et souvent, les antidépresseurs diminuent le temps d'immobilité. Et c'est une manière de screener, de déterminer si une molécule a des effets antidépresseurs. D'ailleurs, quand on dépose des brevets ou des dépôts d'autorisation de mise sur le marché des médicaments, ce test-là est utilisé pour screener, pour déterminer les propriétés des molécules. Ce que vous voyez ici, c'est le temps d'immobilité sur le premier graphe. Ne marche pas trop, c'est toxique. Le temps d'immobilité chez les animaux contrôle et puis chez les animaux qui ont reçu l'ingrédient olfactif. Et ce qu'on voit, c'est que pour une dose donnée, on a une diminution du temps d'immobilité. Donc ça, pour nous, ça nous met sur la voie d'une molécule qui exerce des effets antidépresseurs. Ça diminue l'immobilité. On a un deuxième test qui consiste à mettre les souris à jeun pendant 24 heures. On leur propose au bout de 24 heures de la nourriture au milieu de la cage. Alors pourquoi au milieu de la cage? Parce que c'est un endroit que la souris déteste aller explorer. Et donc du coup, pour la souris, 24 heures après, quand on lui propose cette nourriture, il y a un conflit entre la peur d'aller chercher la nourriture et la faim, puisqu'elle n'a pas mangé depuis 24 heures. Et ce qu'on mesure, c'est le temps que met la souris à aller manger. Alors, est-ce que j'ai la vidéo qui marche? Oui, voilà, la souris elle est posée dans ce dispositif.
et on mesure la latence à aller se nourrir. Et si une souris va se nourrir rapidement, c'est qu'elle n'a pas peur, c'est qu'on diminue son anxiété, et au contraire, si elle met beaucoup de temps à aller se nourrir, c'est qu'elle a une anxiété élevée. Et ce que vous voyez ici, toujours à la dose qui a marché dans le premier test, à 0,15, on s'aperçoit que notre ingrédient olfactif a diminué le temps que mettent les souris à aller se nourrir, ce qui nous indique que la souris a une diminution d'anxiété. Donc vous voyez qu'en stimulant l'olfaction, avec ce composé particulier, on a des effets de type antidépresseur et anxiolytique. Alors on a essayé d'aller plus loin pour caractériser les propriétés de cette molécule. On a aussi regardé le sommeil. On s'est aperçu en faisant des électroencéphalogrammes que ça améliorait le sommeil paradoxal, c'est-à-dire le sommeil pendant lequel on dort, les phases pendant lesquelles on rêve. Et ça c'est intéressant parce que les antidépresseurs font pareil. Ils augmentent la phase de sommeil paradoxal. Et c'est ce qu'on obtient avec ce type de produit. Alors, on a voulu vraiment vérifier que ce produit, les effets de ce produit passaient par l'olfaction. Et pour démontrer ce point-là, on a mis en place 2 protocoles, je vais aller rapidement dessus. Le premier, c'est au lieu de donner le produit dans l'eau de boisson, qui ensuite, par voie rétronasale, vient stimuler le système olfactif, on l'a injecté directement par gavage, de manière à court-circuiter le système olfactif. Et en faisant ça, donc on ne stimule pas le système olfactif, on a fait les 2 mêmes tests comportementaux. Et dans ces conditions, à la dose qui normalement provoquait des effets, dans les 2 tests, on voit qu'il n'y a plus du tout d'effet significatif en gavant les animaux avec la molécule odorante. On a voulu confirmer cet aspect et on a utilisé une autre approche, une approche pharmacologique qui consiste à utiliser une molécule, le méthimazole. Le méthimazole, c'est une molécule qui va bloquer le sens de l'olfaction. Vous voyez, on l'a validé. Si vous proposez à une souris d'aller explorer un buvard où il y a de l'urine ou de l'eau, à 70%, la souris va aller préférer renifler l'urine. Si vous la pré-traitez avec du méthimazole, elle ne fera plus de différence entre les deux. Et donc, on a bien une molécule qui bloque l'olfaction. Et dans ces conditions, ce qu'on a pu montrer, c'est ici, vous avez le groupe que je vous ai déjà montré où ma molécule olfactive a des effets bénéfiques. On l'a plus, il est complètement perdu en présence de méthimazole en bloquant l'épithélium olfactif. Idem pour l'autre test. On a un effet bénéfique qui est perdu en bloquant l'effet olfactif, le système olfactif. Voilà, alors je passe assez vite parce que j'ai déjà pris pas mal de temps. On a essayé de valider les effets bénéfiques de cette molécule dans un modèle de souris déprimée. On est capable au laboratoire de déprimer des souris en leur injectant dans l'eau de boisson l'hormone de stress. Et dans ce modèle-là, on a également un effet bénéfique de la molécule, puisque ici les souris sont résignées, elles sont très immobiles, et c'est réversé par notre molécule olfactive. Dans le deuxième test, les souris déprimées mettent beaucoup de temps à aller récupérer la nourriture, ça veut dire qu'elles sont très anxieuses, et c'est réversé par la molécule olfactive. Alors de manière plus intéressante, on a ensuite exploré les mécanismes qui sous-tendent ces effets comportementaux. Et là, les mécanismes, on n'est pas allé investiguer n'importe quoi, on est allé regarder les populations neuronales qui sont connues pour être impliquées dans la régulation des émotions, et notamment le système sérotoninergique. Voilà, donc on s'est toujours placé dans des conditions pathologiques où on a des souris déprimées, et on a soumis ces souris à notre ingrédient olfactif. Et on a, chez ces souris, enregistré les populations de neurones sérotoninergiques qui sont connues pour être impliqués dans la dépression. Et je vais vous montrer 2 exemples d'enregistrement de l'activité électrique de ces neurones. Chez la souris déprimée, et chez la souris déprimée qui a reçu le composé. Vous allez voir qu'il y a une différence d'activité électrique. Vous avez sur votre gauche les souris déprimées où chaque trait qui apparaît, c'est un potentiel d'action qui reflète l'activité électrique des neurones. Et à droite, c'est un enregistrement chez une souris qui a reçu l'ingrédient olfactif. Et vous voyez que les traits qui apparaissent sont beaucoup plus nombreux. Ce qui montre que l'activité électrique de ces neurones à sérotonine sont stimulées. L'activité est stimulée. Et ça, c'est cohérent avec les données comportementales, puisque quand on est déprimé, le système sérotoninergique est atténué. Et lorsqu'on donne un antidépresseur, ou ici l'ingrédient olfactif, on voit qu'il y a une stimulation du système sérotoninergique. Donc on a déjà une piste mécanistique pour expliquer pourquoi ces ingrédients ont des effets bénéfiques. Mais on a essayé d'aller un peu plus loin, parce qu'on sait que ces neurones sérotoninergiques, lorsque la sérotonine est libérée, ils ont
Ce neurotransmetteur a un effet très important dans le cerveau, dans une région qui s'appelle l'hippocampe. Et cet effet dans le cerveau, c'est de stimuler la production de nouveaux neurones. Vous avez ici le processus de ce qu'on appelle la neurogénèse, qui part de cellules souches jusqu'à la production de neurones qui deviennent matures avec une arborisation dendritique très, très dense. Et ça, ce processus, depuis cette étape jusqu'à la dernière, est contrôlé par les neurones sérotoninergiques. Donc on a posé l'hypothèse, on s'est dit que si les neurones sérotoninergiques étaient activés par l'ingrédient olfactif, ce processus-là devrait être aussi activé par l'ingrédient olfactif. Alors au laboratoire, on a des techniques qui permettent d'étudier chacune des étapes de la neurogénèse, et notamment on est capable de visualiser les neurones matures grâce à un marqueur immunohistologique qui s'appelle la DCX, la double cortine. Et on a regardé dans quelle mesure l'ingrédient olfactif pouvait moduler ce marqueur, c'est-à-dire la quantité de neurones qui présentent une bonne arborisation dendritique. Je passe vite, je vous montre directement les photos. Voilà, vous avez ici, on va regarder au plus fort grossissement, l'état des neurones chez les souris contrôle. Vous voyez que les neurones ils sont marqués en vert grâce à la double cortine, et on devine une arborisation dendritique. Chez les souris déprimées, à qui on a donné l'hormone de stress, la corticostérone, ben ces neurones, vous voyez bien, on voit les cours cellulaires, mais l'arborisation dendritique est complètement abolie, on ne la voit pas. Par contre, lorsque les animaux ont reçu l'ingrédient olfactif, vous voyez qu'il y a une repousse des neurones, qui traduit bien que ce composé a des effets bénéfiques sur la plasticité cérébrale. Voilà, donc le graphique ici, c'est une représentation quantitative de ce que vous voyez sur les photos pour montrer qu'on a un effet bénéfique sur la plasticité cérébrale. Donc en conclusion de ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'est que lorsqu'on stimule l'épithélium olfactif avec une odeur qui plaît aux souris, on a des effets comportementaux bénéfiques, des effets de type antidépresseur, anxiolytique, qui sont perdus lorsqu'on bloque le système olfactif. On retrouve ces effets bénéfiques dans des modèles de souris déprimées. Et si on s'intéresse à la mécanistique, ben, ces effets semblent reposer sur une stimulation du système sérotoninergique responsable d'une activation du processus de neurogénèse. Alors maintenant, il va falloir bien décrire comment du nez jusqu'au cerveau ça se passe. Les circuits sont déjà décrits en partie. Ça se passe au niveau des cellules nitrales qui détectent les odeurs, et ces cellules nitrales envoient des projections directement dans le cerveau, et notamment directement au niveau de l'hippocampe qui régule la plasticité cérébrale. Voilà un peu ce circuit qui montre comment une modalité sensorielle peut impacter nos émotions. Voilà, donc ici je présente l'équipe dans laquelle les travaux ont été effectués, et on voit en arrière-plan les deux prochains intervenants avec Flora ici et Guillaume. Je vous remercie.